Je vous propose de démarrer. Donc, à nouveau, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un sujet, comme je le disais, avec une importance croissante dans la vie des entreprises, dans la vie des organisations, qui est la contractualisation de la compliance. Donc aujourd'hui, la conformité, comme on va le voir, hein, elle ne se limite plus à des règles internes, elle devient un enjeu business qui impacte directement les relations que vous pouvez avoir avec vos tiers. Et c'est précisément ce qu'on va voir. Alors, je vais d'abord présenter notre invité Amira Bounedjoum du cabinet Simon Associés, honneur aux dames. Donc Amira qui intervient régulièrement sur des questions de compliance et sur des sujets de structuration contractuelle. Bonjour. Ensuite, voilà, bienvenue Amira, merci d'être avec nous. Merci Bertrand. Ensuite, Valentin, l'indivat de Septéo Legal Suite, qui va co-animer le webinaire, et Septéo Legal Suite qui accompagne aujourd'hui les directions juridiques dans la sécurisation, notamment des contrats, et puis il nous en parlera, parce que vous aurez l'occasion de découvrir la solution. Donc je rappelle l'objectif de avec plaisir, Valentin. L'objectif de ce webinaire, donc il est simple, hein, je pense que vous l'avez tous compris, comprendre comment ces nouvelles réglementations elles se traduisent concrètement dans nos contrats, dans nos relations avec les entreprises. Voilà, donc on va essayer de vous expliquer tout cela lors de ce webinaire. Et on prendra, comme je le disais, le temps nécessaire aujourd'hui pour répondre à vos questions. Le sommaire, donc pour structurer notre échange, aujourd'hui, on va aborder 4 points majeurs. Le dernier point, j'en reparlerai, mais ce sera plutôt pour vous une option d'aller tester vos conformités. D'abord, premier sujet, pourquoi la compliance ne se discute plus aujourd'hui. Ensuite, on verra comment cette nouvelle réglementation, et Amira va nous en parler concrètement. Et puis, ensuite, comment on pilote, comment on contractualise tout cela avec la solution de Septéo Legal Suite et Valentin qui va vous montrer tout cela en direct live. Et puis je ferai un focus à la fin, puisqu'on aura vu les éléments à la fois d'un point de vue du cabinet Simon Associés, le volet comment on intègre cela dans une solution, et puis on parlera de comment piloter, documenter votre conformité, puisque tous les éléments de contractualisation, les mentions que vous allez mettre dans vos contrats, elles doivent aussi se traduire dans un volet de démonstration de votre conformité. Je laisse la parole maintenant à Amira, qui va introduire ce webinaire. Donc, Amira, c'est à toi. Merci beaucoup Bertrand et donc rebonjour à tous et merci de vous être connectés et inscrits en masse puisque ça fait partie de nos webinaires où il y a le plus de monde, donc ça traduit quand même l'intérêt et certainement les questions que vous vous posez tous et que nous aussi d'ailleurs on continue souvent à se poser. Je voudrais commencer d'abord, vu le thème qu'on a arrêté, par un constat que vous connaissez certainement, c'est que jusqu'à très récemment, quand on parlait de conformité réglementaire, on voyait que c'était un sujet qui était plutôt traité comme un sujet interne, de documentation. On a une charte de bonne conduite, on a, je sais pas, un registre, une politique de sécurité, une cartographie, voilà, tout ça, des documents utiles, rangés dans un dossier, et c'était ça la compliance. Et on a des équipes compliance. Quand c'est pas des équipes compliance dédiées, on l'intègre à la direction juridique. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu la vision qu'on a eue jusqu'à assez récemment de cette conformité réglementaire, avec des déclarations plutôt d'intention. Voilà, que personne, finalement, en dehors d'un contrôle exceptionnel, ne venait véritablement challenger. On savait que c'était fait. Voilà. Et là, on voit bien, avec une nouvelle vague de réglementation là qu'on va présenter succinctement aujourd'hui, que ce temps-là commence déjà à être assez révolu, puisqu'aujourd'hui, la conformité, elle devient quelque chose de beaucoup plus large qui sort des frontières de son entreprise, qui sort des exigences ou des attentes internes, mais qui répond plutôt à des attentes de tout un écosystème. Voilà, on a maintenant une exigence qui est beaucoup plus business. On voit que cette compliance rayonne dans nos interactions, dans nos relations commerciales avec nos partenaires, nos fournisseurs, etc. Et donc ça, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Et donc le constat qu'on fera à partir de demain, en tout cas là, tout de suite après ce webinaire, une fois qu'on l'a compris, on commence à comprendre aussi que la conformité, la compliance,
eh bien, si on ne la contractualise pas, si on ne l'intègre pas, parce que finalement, le lien tangible qu'on a avec notre écosystème, avec nos partenaires, c'est le contrat. Si on ne l'intègre plus, si on ne l'intègre pas du moins dedans, c'est tout le business en fait qui peut éventuellement être mis en cause. Hein. On le dit, Amira, c'est important de le Et préciser, effectivement, il y a cette dualité, à la fois à côté du prestataire, à la fois côté du client, en fait. Tout le monde est bien concerné sur ces sujets dans la complètement, contractualisation. complètement, c'est toutes les parties. En fait, on va le voir au fur et à mesure là, de notre intervention de ce matin, qu'on est vraiment dans une approche où on fait euh, intervenir ensemble, du coup, à travers le contrat, parce que c'est un outil qui est formidable et que les juristes affectionnent, on fait intervenir finalement toutes les parties prenantes pour s'assurer que la conformité, la compliance, elle s'appréhende de concert, en fait, avec toutes les parties prenantes. Si on peut passer juste à la slide suivante, parce que Bien finalement, sûr, bien. tout ça s'explique parce qu'on a une nouvelle vague réglementaire, c'est ce qui fait qu'on change un petit peu sa conception de la conformité depuis maintenant plusieurs années. On a une vraie vague parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de textes arriver, se multiplier encore aujourd'hui. On a des textes, des règlements, des directives. Quand ce n'est pas ce type de texte, on va avoir des référentiels. Bon, là, pour les besoins de l'exercice, on parle de 5 textes majeurs, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Donc là, je ne lis plus les commentaires, mais on le sait qu'il y en a aussi d'autres. On ne parle pas du DSA, on ne parle pas du DMA, Résilience Act, etc. Effectivement, il y en a plein d'autres. On en a retenu 5 parce que faut se prêter à l'exercice et ça donne déjà des premières indications des billes, mais la logique est toujours la même, finalement, parce que tous ces textes suivent un ensemble cohérent, parce qu'on parle du paquet numérique, donc tout est intégré dedans. Finalement, on n'est pas sur une évolution progressive, comme on a l'habitude de le voir dans le droit. Là, en réglementation numérique et compliance, on est vraiment sur une transformation un peu de fond. On a une multiplicité de textes techniques, des obligations qui sont plus importantes, mais qui se recoupent à travers les différents textes. On a des sanctions qui sont de plus en plus importantes. On a des autorités de contrôle qui vont être nommés, désignés, chargés de veiller au respect de toute cette conformité, qui vont avoir des moyens aussi de plus en plus importants. Hein. On voit d'ailleurs que les textes transforment un petit peu la philosophie réglementaire en quelque sorte, puisqu'on est passé de textes qui imposait, quand on avait un peu les premiers textes de compliance, on avait plutôt des démarches presque administratives qui étaient soumises aux opérateurs, avec une mission pour les autorités compétentes de contrôle, etc., qui visait plus qui visait plus de recevoir un petit peu ces démarches et d'accompagner les acteurs. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, on a des textes qui maintenant prennent une sorte d'autoresponsabilisation des acteurs. En plus, je précise un peu à leurs risques et périls parce qu'on a plein de textes. Comme c'est l'Europe, vous savez, le législateur européen, il aime bien ne pas nous donner trop d'infos, donc c'est jamais très explicite. On nous donne des obligations fortes, mais à nous de définir si ça s'applique à nous, comment ça s'applique à nous et concrètement ce qu'on doit mettre en place. Et donc, c'est un peu à nos risques et périls parce que si on a été si on a un peu sous-estimé, on peut nous reprocher des manquements. Donc ça, c'est nous qui le faisons. On internalise beaucoup de choses. Donc, toutes les démarches qu'on faisait avant, il faut les faire maintenant. Donc, on tient nos registres, on fait nos analyses, on fait notre propre cartographie qu'on garde à disposition chez nous. Et le revers, c'est qu'on se retrouve avec des autorités de contrôle qui n'ont plus besoin de recevoir tout ça. Donc, elles sont déchargées. Donc, elles vont être beaucoup plus dispo pour faire autre chose, notamment contrôler. Elles vont avoir plus de moyens. Puisque leurs missions sont un peu plus réduites, il va aussi y avoir une meilleure allocation de ces moyens-là. Et donc, on va aussi avoir des sanctions théoriques qui sont plus importantes. Ça, c'est vrai, mais aussi des sanctions réellement prononcées qui vont aussi l'être beaucoup plus. Hein. Je rappelle que dans l'ancien temps, presque la préhistoire, pour ceux qui se souviennent de ce qui se passait avant le RGPD, on avait des sanctions de la CNIL qui ne dépassaient pas 300 000 euros contre Google. Donc évidemment que la compliance RGPD, en protection des données, c'était pas ce qu'il y avait de plus urgent. Aujourd'hui, c'est le cas. On a ces textes qui sont très lourds. On a des textes qui vont aborder un écosystème, c'est ce qu'on va voir, où on passe vraiment d'une conformité d'un acteur à des textes qui visent la conformité des acteurs qui se regroupent et qui travaillent ensemble, donc en ce compris la sécurisation de leurs échanges, des liens avec leur écosystème, etc. Et c'est normal puisque toute cette réglementation-là, elle a une approche par le risque. Voilà, elle a une approche par le risque. Et donc, c'est précisément cette évolution des enjeux, de cette responsabilisation des acteurs, puis il n'y a personne qui a envie d'assumer tout seul le risque. Hein. Donc, forcément, on essaie de se le répartir, de voir qui s'engage à quel niveau, etc. On se rend compte que la compliance, elle devient une véritable condition d'accès au marché.
D'accord? Les opérationnels le voient d'ailleurs assez régulièrement parce que on voit des contrats qui deviennent un peu plus, enfin des négociations un peu plus périlleuses. On voit des partenaires qui nous ajoutent parfois des annexes, des contrats hyper lourds, sans négociation possible, des appels d'offres pour pouvoir y répondre. Il faut un peu montrer patte blanche avec des critères de conformité qui sont vraiment inscrits et dans l'appel d'offres, il faut le démontrer. Certains partenaires avec lesquels on ne peut pas contractualiser si on ne montre pas, si on ne démontre pas un certain niveau de garantie, de sécurité, etc. Puis même maintenant des financeurs, des investisseurs qui vont vérifier ces points. On voit maintenant de plus en plus d'audits, par exemple des audits d'acquisition, etc., qui intègrent ça comme un élément principal en fait. Juste si on peut revenir à la slide d'avant, parce qu'on allait un peu trop vite sur Bien sûr. le tour d'horizon des grandes réglementations. Merci beaucoup. Je vais évidemment pas vous lire le tableau, vous l'avez, et puis ça n'a pas trop de valeur ajoutée, mais je voudrais juste peut-être attirer votre attention là sur toutes ces réglementations-là, sur 3 dimensions que le tableau ne montre pas forcément tout seul. Le premier, c'est le cumul de l'applicabilité de tous ces textes. Ces textes ne s'excluent pas, ils se cumulent. D'accord. Les obligations, les démarches de conformité qui sont prévues dans ces textes-là sont toutes complémentaires. Et à ce titre, j'en profite pour dire, pour ceux qui ça intéresse, et si à la fin de ce webinaire, vous n'êtes pas totalement saturé par nos voix, nos discours, etc., et s'il vous reste un peu d'énergie, et si vous n'en avez pas, faites une pause et revenez un peu plus tard. On avait fait un webinaire qui rentre un peu plus dans le détail de ces réglementations sur les chantiers de conformité avec Data Comply One. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je fermerai ma parenthèse là-dedans. Il y a peut-être un replay qui peut potentiellement vous intéresser sur Oui, justement comment on s'y effectivement, prend, comment on Amira, le mutualise replay tout est ça. disponible pour les gens qui voudraient le revisualiser. Vous allez Voilà. sur notre site, dans les ressources, et vous le retrouverez. Il est de mémoire un webinaire qui avait été fait au mois de novembre Oui, fin 2025. d'année, Donc vous le retrouvez. c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la suite. Donc, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans le détail, mais ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez trouver des informations hyper intéressantes et importantes et tellement bien expliquées dans ce webinaire, parce qu'il y avait de super intervenants, mais je ne dirai pas qui. Mais en tout cas, Mhm. voilà, tout ça pour dire que tous ces textes-là, en fait, ils abordent tous finalement un peu le même objet. C'est pour ça qu'il y a une suite un peu logique et qu'on les aborde tous ensemble. Ils s'appliquent tous, parce que généralement, quand il y en a un qui s'applique, tous s'appliquent aussi, parce qu'ils ont un peu le même objet, mais avec une grille de lecture différente, et chacun vient ajouter sa petite pierre à l'édifice. Et en tout cas, d'un point de vue contractuel, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, tous ces textes-là vont regarder et vont avoir des impacts sur les mêmes contrats, hein, des contrats fournisseurs, des contrats utilisateurs, etc. Voilà. Et c'est simplement la grille de lecture qui va être différente. Donc, en fait, si vous ne révisez pas vos contrats, là, c'est le moment pour moi de faire mon petit discours anxiogène, mais si vous ne révisez pas vos contrats à l'aune de chacun de ces textes, eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez certainement des angles morts, des grands angles morts d'ailleurs. Parce que tout se cumule. Donc, c'est important de ne pas les prendre isolément. Le deuxième point assez important peut-être à retenir, c'est que ces textes désignent tous des autorités de contrôle, en tout cas des autorités compétentes qui vont être des guichets, des interlocuteurs. On va avoir l'ARCEP, la CNIL, le bureau de l'IA, etc., etc. Mais ce que ça veut dire, donc, c'est que vous pouvez potentiellement être contrôlé simultanément par plusieurs régulateurs sur des sujets qui se recoupent contractuellement. Et aussi, que ces autorités se parlent entre elles, puisque les textes et même la doctrine de ces autorités-là poussent vers une coopération entre les autorités. Et quand ce n'est pas prévu par les textes, on a des autorités qui d'elles-mêmes décident de conclure des conventions pour se tenir informés. Quand il y en a une qui est saisie et que ça peut avoir un impact sur l'autre, bah tiens, on s'informe. La championne, toute catégorie, c'est la CNIL. Allez voir toutes les conventions, les partenariats qu'elle a avec plein d'autorités qui existent. C'est super parce que dès qu'il se passe quoi que ce soit, elle peut être au courant de tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on est là en train d'appréhender la compliance. Et les contrats qui vont intégrer ces éléments-là peuvent être vus par plusieurs autorités. Et le troisième point, c'est la chaîne de responsabilité. Tous ces textes partagent la même logique. La logique commune, c'est une responsabilité ne s'arrête pas aux frontières de son entreprise. Ça remonte, ça redescend dans la chaîne contractuelle. D'accord? Donc, c'est là où on voit que le contrat va avoir un sens puisque ces textes vont aborder une chaîne de responsabilité, mais vis-à-vis de l'autorité de contrôle. Donc, si on a besoin d'avoir des recours les uns contre les autres ou de ne pas assumer seul face à une autorité de contrôle une responsabilité, l'outil, ça va être le contrat. Et j'avais dit 3, mais peut-être que je rajoute juste un tout petit commentaire bonus. Quand on parle là dans le tableau des entreprises concernées, on vise surtout celles qui sont concernées au premier niveau, hein, donc celles auxquelles les textes vont s'appliquer naturellement. Mais on en revient à l'écosystème, d'accord? Ces entités-là, naturelles, je vais dire, sont dans l'obligation de sécuriser toute la chaîne contractuelle. Donc, même si vous n'êtes pas une de ces entreprises, mais que vous êtes un partenaire commercial, eh ben, on va vous répercuter des obligations. Ou si vous l'êtes et que vous avez évidemment des interactions avec des entités qui, elles, ne font pas partie de ce périmètre-là, eh bien, il va vous falloir quand même répercuter certaines obligations pour vous assurer que vous allez toujours être en mesure de répondre aux exigences de ces textes. D'accord? Et deux, on peut avoir une conception très très large des critères d'applicabilité de ces textes.
Je prends juste comme exemple Nice 2 parce que Nice 2, on a l'impression que c'est très spécifique, on parle d'entité essentielle ou importante dans 18 secteurs, donc on a l'impression que c'est très cadré, très limité. Et pourtant, je ne veux pas vous faire peur, mais il y a certainement des activités que vous menez au quotidien qui vous paraissent très usuelles parce que tout le monde les met en place, alors que vous n'êtes pas dans un secteur particulièrement à risque. Vous n'êtes pas dans la santé, vous n'êtes pas dans les télécoms, vous n'êtes pas dans les banques, les assurances, blablabla. Et pourtant, vous pouvez être assimilé à un opérateur qui est soumis naturellement à Nice 2. Et si je fais une toute petite parenthèse dans la parenthèse, et que je vous parle un petit peu de moi, parce que les avocats aiment bien parler d'eux-mêmes, hein. Mais moi, les clients que j'accompagne au quotidien, c'est pas forcément des clients qui sont dans ces secteurs-là. Donc, on pouvait penser qu'on allait être un peu épargné ou du moins qu'on allait être concerné en tant que partenaire, fournisseur d'entités essentielles ou importantes. J'ai beaucoup de réseaux de distribution, beaucoup de retail, d'e-commerce, j'ai de la santé, mais eux, je vais les mettre de côté parce que c'est plus logique. Mais ouais, et ces acteurs-là, on peut se dire, ils sont pas concernés en première ligne. Et pourtant, on voit Par qu'il y a des ricochet, oui. activités. Alors, non seulement par ricochet, mais même dans des activités où on a l'impression que c'est tout le monde le fait et que c'est pas ça qui va nous faire rentrer dans les critères. Eh bien, si. Par exemple, les clients qui mettent en place des réseaux Wi-Fi publics pour faciliter les gens qui viennent rendre visite, les clients, les fournisseurs, etc. On va avoir des Wi-Fi visiteurs. Je dis pas que le fait d'avoir un Wi-Fi visiteur fait que on rentre dans NIS 2, mais si on a un gros chiffre d'affaires et que les conditions de mise en œuvre de son système de Wi-Fi, du Wi-Fi qu'on offre, est fait de telle manière, il y a de fortes chances que NIS 2 s'applique. Alors que nous, on voulait juste être sympa. D'accord. Donc ça, on fait attention, hein. J'ai de plus en plus de demandes. Comment on fait pour modifier les conditions de mise en œuvre de notre Wi-Fi visiteur ou Wi-Fi client pour ne pas tomber sous le coup de NIS 2 parce que ça demanderait beaucoup trop d'investissement d'être pleinement concerné par NIS 2. Je mets en place une marketplace. Pareil, hein, on pensait que c'était bien, on élargissait les trucs. Nous, on vend des articles, je sais pas, de sport, de machin. Bim, on ouvre sa marketplace. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve encore sous NIS 2. Donc en fait, les critères d'applicabilité sont très très larges. Bon, les impacts sur les contrats maintenant, parce que c'est quand même ça le plus important, mais ça me semblait utile de rappeler quand même un petit peu tout ça. Les impacts dans les contrats. Ces réglementations, pour la plupart, elles vont de toute manière avoir des incidences assez naturelles, je vais dire, sur les contrats, puisqu'on va vous imposer parfois d'avoir des clauses obligatoires dans les contrats, ou alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans qu'on vous impose des clauses, il va falloir intégrer des clauses pour s'assurer d'être toujours en mesure de respecter ces grandes réglementations. Si je prends, on ne va pas toutes les passer en revue. Si je prends le RGPD, puisque c'est en plus de ça le plus simple, enfin en apparence du moins, ça a l'air d'être ce qu'il y a le plus simple parce qu'on a beaucoup de contenu en la matière et on a beaucoup d'indications. Et pourtant, je ne vous pose pas la question directement, on aurait pu faire un sondage, mais combien d'entre vous, et je parie que vous êtes nombreux, ont des contrats RGPD qui, franchement, si on les lit et on les analyse, ce n'est pas pour vous critiquer, sont pour une large partie au moins finalement des espèces de copier-coller du RGPD, c'est-à-dire des clauses type très génériques, en pensant que ça suffit. Parce que, voilà, on a un article 28 qui me dit dans mes contrats de sous-traitance, je dois avoir toutes ces clauses-là, etc. Donc, ça va être. Ah non, 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 ça suffit pas. Avoir des clauses génériques, non seulement ça suffit pas, mais en plus, ça peut servir à rien. En plus, c'est pire. Si au moins ça permettait un petit peu, là, parfois même pas. Je rappelle juste une chose pour les contrats, on va dire RGPD, on a deux enjeux principaux. Le premier, c'est de répondre au formalisme, parce que c'est vrai qu'on a des articles qui nous imposent quand même du contenu dans nos accords, hein, article 26, article 28. Peut-être que l'article 26 sur les accords de responsabilité conjointe, c'est un peu plus light parce qu'on nous dit juste qu'on doit avoir un accord écrit avec une répartition des rôles et responsabilités. Article 28, on nous liste un certain nombre de clauses. Bon, on a un formalisme qu'on doit respecter et deux, au-delà de ce formalisme, on doit quand même appréhender les responsabilités. Avoir un contrat type ou des clauses type qui sont en réalité que des copier-coller, même si on pouvait au départ penser que ça permettait à minima d'avoir les clauses obligatoires et de respecter le formalisme, et que nenni. Alors, quand je vous disais que ça pouvait ne servir à rien, en fait, on voit que même dans les délibérations, délibérations de la CNIL, on voit dans les plus récentes que, un, regarde les contrats, et que deux, quand les contrats intègrent des clauses type très génériques, la CNIL, elle n'est pas contente. Parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas une beauté formelle des clauses, c'est vraiment une effectivité opérationnelle des clauses. Exemple, une décision assez récente, décembre 2025, Mobius Solutions, décision de sanction. Il y a plein de manquements, mais parmi ces manquements, il y a le non-respect article 28, paragraphe 3 G, d'accord, qui, comme vous le savez tous, impose d'avoir dans son contrat avec son sous-traitant une clause qui vient indiquer le sort des données en fin de contrat. Eh bien, la CNIL sanctionne pour ce défaut-là, d'accord,
alors que en l'espèce, il y avait bien un contrat qui venait reprendre l'article 28. D'ailleurs, c'était limite un copier-coller en fin de contrat. Voilà. Et là, en fait, on voit dans l'argumentation de la CNIL, dans sa délibération, que cette clause-là, elle ne vaut rien si elle n'est pas traduite en procédure, en contrôle et en preuve d'exécution. C'est-à-dire que, évidemment, quand on dit qu'il faut prévoir le sort des données en fin de contrat, il ne faut pas juste dire en fin de contrat, on restitue ou on supprime. Il faut prévoir comment est-ce qu'on peut le vérifier, comment est-ce qu'on le prouve, à quel moment on considère que cette obligation est véritablement aboutie, etc. Donc, vous voyez là, le contrat, avoir la clause type, c'est absolument pas suffisant. Autre exemple, au niveau européen, des fois, on a souvent des traitements où on se dit la base légale, c'est l'exécution du contrat. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans nos contrats? On va intégrer une petite mention en disant que le traitement, c'est telle finalité et que la base légale, c'est l'exécution, par exemple, du présent contrat ou que le traitement est nécessaire à l'exécution du contrat, etc. Dans un arrêt de la CJUE, on est venu préciser que pour invoquer comme base légale l'exécution du contrat, le traitement doit être objectivement indispensable à la prestation. Et la CJUE vient préciser très expressément que le fait que le traitement soit mentionné dans un contrat ou simplement utile à son exécution, c'est en soi complètement dépourvu de pertinence. D'accord? Donc, en fait, on voit bien que le contrat, il ne faut pas juste avoir une clause un peu type, quoi. La conformité, elle ne repose pas sur un renvoi abstrait au RGPD, mais vraiment sur des garanties contractuelles précises, opérant, quelque chose de factuel. Pour les contrats de responsabilité conjointe, c'est pareil. On a l'impression que c'est plus simple parce que l'article 26, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plus light. Pourtant, dans une décision de sanction de la CNIL de 2023, Critéo, si vous voulez reprendre, on a un peu de contenu sur ce à quoi doit ressembler un contrat de responsabilité conjointe. Et on voit bien que là, ce que nous disait la CNIL, c'est que, je la cite, ce sera plus simple, il ressort de la rédaction du RGPD que l'acte de répartition des obligations des responsables conjoints de traitement doit couvrir l'ensemble des obligations prévues par le RGPD afin de déterminer pour chacune de ces obligations lequel des responsables conjoints du traitement en aura la charge. Ça veut dire que je dois lister toutes mes obligations issues du RGPD. Pour chaque obligation, je dois dire celle-ci c'est un tel, celle-ci c'est un tel. Souvent dans les faits, la même obligation, on doit tous y répondre, mais de manière différente. Donc c'est ça en fait la vraie répartition. D'accord? Et la conclusion pour nous praticiens, c'est qu'en matière de données personnelles, un bon contrat, ce n'est pas un contrat qui répète la loi, c'est un contrat qui va rendre la loi exécutable. D'accord? Donc, il faut qu'on réponde à des questions pratiques. Il faut pas qu'on ait juste ce copier-coller de texte. Donc, c'est important d'avoir cet effort-là. NIS 2, pareil, ce qu'on attend concrètement des clauses de sécurité, c'est de revoir un petit peu quelles sont les attentes. NIS 2, ça impose une responsabilité des dirigeants, des obligations de gestion de risque, une sécurité de toute la chaîne d'approvisionnement, des obligations de notification. On exige des mesures concrètes, vérifiables, une traçabilité, etc. Donc, un contrat classique IT, ça ne va pas suffire parce que ça ne structure pas les attendus opérationnels de sécurité, ça ne permet pas de prouver la conformité, etc. Donc, concrètement, il faut là encore formaliser des exigences. Il faut arrêter les clauses vagues. On va définir des standards précis, on va mettre du détail dans nos contrats. On n'est pas sur une rédaction de convenance, d'accord? L'objectif, c'est de rendre avec NIS 2 la sécurité auditable et opposable. C'est le même principe avec DORA. Petit particulier avec l'IA Act, ce qui est important peut-être de garder en tête, c'est que l'IA pose des obligations de transparence, d'accord, sur les algorithmes, leur fonctionnement, etc. C'est important de le prévoir dans les contrats parce que si on ne le prévoit pas, certes, votre fournisseur, parce que là, vu le public qu'on a ce matin, vous allez plutôt être dans la catégorie des utilisateurs des solutions d'IA, en tout cas en grande majorité, vous avez l'obligation de répercuter la transparence. Votre fournisseur doit être transparent avec vous sur comment les algorithmes fonctionnent et vous-même, quand vous allez les utiliser, vous allez devoir répercuter ça. Encore plus quand vous utilisez de l'IA vis-à-vis de vos clients finaux ou des consommateurs. Exemple, j'utilise l'IA pour faire de la suggestion de produits sur mon site e-commerce. J'utilise l'IA pour répondre à des avis consommateurs. J'utilise l'IA pour, j'en sais rien, avoir une aide à la décision pour je sais pas, pour des programmes de fidélité, etc., etc. Vous allez devoir indiquer aussi à vos consommateurs le fonctionnement de ces algorithmes-là. Et si vous ne le faites, si vous ne les avez pas vous-même récupérés, vous n'allez pas pouvoir les répercuter. Et même si c'est prévu dans un règlement et que c'est un règlement européen et que ça doit s'appliquer, etc., si c'est pas prévu dans votre contrat, vous n'avez pas vraiment de levier. Parce que bon, aller saisir une autorité de contrôle pour dire que votre fournisseur n'a pas respecté, c'est bien, mais concrètement, ça ne fait pas avancer les choses. Donc,
c'est le contrat qui va devoir intégrer tout ça. Il va falloir penser à ce type de clause dans vos contrats, d'abord avec vos fournisseurs, puis les répercuter dans vos contrats, on va dire, finaux. On peut passer à la suite assez rapidement. Bon, ça, c'est ce que j'ai déjà dit plus ou moins là, en filigrane là, depuis le début de mon intervention. En fait, tout ça, pourquoi? Parce que le risque principal, le contrat, pourquoi ça devient cet outil central? C'est parce que le risque principal réside vraiment dans son écosystème. On est vraiment sur une approche par le risque, comme je le disais tout à l'heure, et la gestion du risque avec ces réglementations-là. Et on est tous très interconnectés. Il y a des API, il y a des logiciels en SaaS, des infrastructures cloud, etc., etc. Et donc, forcément, ça crée du risque, d'accord? Et tout ce risque-là, pour être limité, pour être appréhendé, pour être partagé, ça passe par le contrat. Moi, je vois trois risques concrets un peu principaux. Le premier, c'est le risque d'ignorance. Bah, si vous avez des clauses qui vous manquent ou qui sont inadaptées dans vos contrats existants, bah, vous ne savez peut-être pas encore parce que bah, personne vous a mis en demeure et puis parce qu'on n'a pas encore la pratique, mais en réalité, les textes sont applicables. Donc, on risque peut-être d'ignorer un certain nombre enfin, tout l'aspect en fait opérationnel pour l'exécution des obligations, la mise en œuvre des obligations qui découlent de ces textes. Le risque de responsabilité, évidemment, parce qu'en fait, si vos contrats ne sont pas à jour, eh bien, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez à devoir répondre des manquements de vos sous-traitants devant les autorités de contrôle. Et d'ailleurs, la CNIL l'a plus ou moins dit dans une délibération concernant Nice 2. Donc, vous voyez, c'est assez parlant. Et puis, il y a un risque probatoire. En cas de contrôle, que ce soit un contrôle d'audit ou d'incident, si vous n'avez pas de preuves opposables, eh bien, tant pis pour vous. Hein. Un contrat signé, c'est pas une preuve de conformité, c'est le point de départ. Donc la conformité, elle va s'établir avec d'autres choses et le contrat va prévoir justement qu'est-ce qui est opposable et comment est-ce qu'on va l'utiliser. Il y a un truc d'ailleurs qui est intéressant parce qu'il y a eu un avis de l'autorité de la concurrence qui avait été rendu et qui avait alerté sur le fait que les grands acteurs pouvaient potentiellement utiliser un peu les nouvelles obligations réglementaires là, de compliance pour renforcer leur position sur le marché en faisant en fait de la compliance un obstacle à l'entrée plutôt que en fait un standard commun. Et contractuellement, ça impose du coup de veiller à ce que les clauses de conformité qu'on met dans ces contrats ou qu'on est amené à signer sont bien équilibrées et pas discriminatoires, puisque là on voit que ça commence à rentrer un peu dans le radar de l'autorité de la concurrence. Ça veut dire que si vous êtes un gros acteur c'est peut-être, vous avez vos standards, vous avez des clauses carrées, ultra-béton, sauf que la plupart du temps, bah, vos co-contractants n'ont pas les moyens de pouvoir respecter les obligations que vous leur répercutez parce que vous n'avez pas la même taille. Et donc, c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'avoir un truc hyper lourd parce que ça peut être mis en cause. Et si vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire que vous êtes le partenaire de petite taille, enfin, je sais pas, de taille un peu plus modeste, vous avez certainement un levier quand vous ne pouvez pas négocier ces clauses-là de compliance parce qu'elles sont assez lourdes. On a peut-être un levier maintenant avec ces avis de l'autorité de la concurrence peut-être sur ces clauses complètement déséquilibrées. On peut passer à la suite. Le message peut-être, voilà. Là, on touche vraiment le cœur du changement, on va dire, un peu structurel. Je ne vais pas faire la lecture de la slide, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la conformité, pardon, elle doit vraiment fonctionner en mode gouvernance contractuelle. Les obligations, en fait, elles doivent être opposables aux parties et la preuve, elle doit être continue et auditable dans le temps. D'accord? Donc, ça veut dire que, encore une fois, on ne doit pas être seulement dans des déclarations d'intention. La compliance, ça demande des preuves. Et le seul endroit où on peut organiser ces preuves de manière systémique et opposable, bah, c'est justement le contrat. Le contrat qui, lui, du coup, devient, on le voit à travers toutes ces réglementations, ça devient un peu le bouclier juridique qu'on a. Ça devient le bouclier juridique en tout temps. Si on peut juste passer à la slide suivante. C'est votre bouclier, c'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de tout de suite asseoir quand même, d'avoir un levier vis-à-vis de tout votre écosystème, de ne pas vous retrouver seul. Et concrètement, ça va se traduire par, je pense, 4 familles, on va dire, de clauses à avoir forcément dans sa bibliothèque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les clauses types, ça ne veut pas forcément dire des clauses génériques, d'accord? Mais voilà, il va peut-être falloir réfléchir à définir, à rédiger des clauses types très pratiques, très exécutables, très vérifiables, très auditables sur un certain nombre de choses, notamment en cas d'incidents numériques, les cyberattaques, les fuites de données, les dysfonctionnements, etc. Puisque à ce moment-là, le premier réflexe, c'est de regarder le contrat. Et si les bonnes clauses n'y sont pas, vous allez malheureusement vous sentir bien seul face aux autorités, face à vos clients, face aux juges, face aux gens en interne aussi, etc. Donc, le levier le plus puissant qu'on peut avoir, c'est son contrat.
c'est son contrat. Et c'est là qu'on voit le rôle de la direction juridique qui est quand même hyper important. Et je voudrais terminer sur ça parce qu'en fait, tous ces enjeux en termes de compliance, c'est quand même un changement de posture qui me semble fondamental. Bertrand, si on peut juste passer sur notre dernière slide, Bien sûr. et qui me semble voilà, fondamental parce que ça doit être pris au sérieux au plus haut niveau des organisations. On se retrouve encore trop souvent aujourd'hui où les directions juridiques, les juristes interviennent vraiment en bout de course quand c'est déjà presque trop tard. Tout le monde a déjà beaucoup avancé depuis des semaines, voire des mois. Tout le monde est déjà OK. Alors quand c'est ça, c'est ce qu'il y a de pire parce que du coup, quand le juriste vient dire qu'il y a peut-être des points qui vont pas, comme par hasard, c'est celle qui est pas content, etc. On doit intervenir dans des délais très, très, très courts, parfois pas raisonnables. On se fait taxer d'empêcher le business. Enfin bon, bref, ça c'est le quotidien des juristes. Je n'apprends à rien, mais avec les enjeux aujourd'hui de la compliance qui sont tellement importants, on ne peut plus en fait garder cette posture-là. Donc c'est très important de ne pas être pris au dépourvu. Et pas être pris au dépourvu, c'est quand même de redonner son rôle aussi à cette direction juridique, aux juristes. C'est de pouvoir anticiper, pas avoir une vision peut-être par contrat, mais avoir une vraie vision de gestion contractuelle dans son ensemble. D'intégrer au fur et à mesure, bâtir ces clauses qui sont très importantes et d'intégrer au fur et à mesure une logique, une politique de la gestion contractuelle qui intègre tous ces référentiels, qui peut passer par 3 chantiers indispensables, je pense, pour commencer à préparer ces contrats. On commence par déjà cartographier, je pense que c'est la première étape. On identifie tous ces contrats à risque réglementaire réel, donc les contrats SaaS, les contrats de données, évidemment. Là, on a de l'IA, etc. On les priorise. On structure. Donc, structurer, ça veut dire qu'on commence à créer sa bibliothèque de clauses types, mais des clauses types qui sont à jour, qui sont validées, qui sont intégrables rapidement dans les négociations, qui sont factuelles parce qu'on connaît nos services ou on connaît nos moyens et on connaît les garanties qu'on peut apporter ou pas. Et puis, troisième axe, évidemment, c'est piloter et documenter parce que ce contrat signé, ce n'est pas une preuve de conformité en soi, c'est un point de départ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il va falloir que cette conformité suive un processus continu qui exige le suivi, les preuves et la traçabilité, y compris à travers le contrat. Et on en parlera à la fin du webinaire. Ça permettra de le clôturer sur ce volet-là. Merci Amira. Et j'en ai tué. Merci. Merci Amira. Donc d'avoir présenté le sujet de la sécurisation des contrats. Maintenant, je vais laisser la parole à Valentin de Legal Suite Septéo qui va aujourd'hui vous montrer concrètement comment vous gérez vos contrats dans leur solution et comment vous le sécurisez au quotidien. Exactement. Merci Valentin, Bertrand. je vais te laisser. Ouais. Juste les slides et tu partagerai après. Ouais, super. Merci. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, effectivement, donc Legal Suite, nous, on est une solution multimodule qui couvre différentes thématiques juridiques, bien sûr. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie CLM, donc gestion des contrats, dans laquelle on va embarquer la conformité réglementaire. Ça, c'est un premier sujet. L'outil va permettre de centraliser l'ensemble de vos contrats, d'avoir un regard aussi sur ces contrats, sur ce qu'ils comportent, tout au long finalement du cycle de vie de ce contrat. Donc dès la création, dès lors qu'il est effectivement en révision, et ensuite on va voir toute cette partie de pilotage, de gestion de la donnée, gestion des risques aussi, une fois que le contrat est signé, puisque tu le disais aussi Amira tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de travailler sur le contrat dans sa création, dans sa validation, il s'agit aussi et surtout d'analyser, de maîtriser les risques que ces contrats comportent dans le temps, une fois que ces contrats sont en vigueur par exemple. Donc ça, c'est le premier sujet. Tout ça dans un écosystème toujours sécurisé, dans lequel on assure une traçabilité, on a un regard sur toutes les étapes, toutes les validations qui ont pu avoir lieu, toutes les modifications également qui ont eu lieu dans le contrat. Donc on a toujours cette notion d'historisation. On voit qui a fait quoi finalement et quand dans le passé. Donc voilà, on a vraiment une lecture globale à l'instant T, dans le passé. Et puis on peut aussi avoir des projections grâce à des process de validation et des workflows qu'on verra également en démo. Je vais te montrer tout ça juste après, bien sûr. Juste après, voilà, exactement. Là, je vais vous présenter aussi dans le cadre de cette très courte démo qui arrive, comment on va justement intégrer l'IA dans tous ces processus. Là, on va le voir, on va faire de la conformité aujourd'hui, on va confronter finalement un playbook donc, qui est ma politique contractuelle versus le contrat d'un co-contractant, par exemple. Donc, je vais pouvoir, grâce à l'IA, faire ces analyses de non-conformité, enfin de conformité, retrouver les non-conformités justement par rapport au regard de mon contrat à moi, et l'IA va me proposer des suggestions, va me permettre également d'aller chercher une clause qui a été validée par mon équipe juridique et qui va me permettre de l'intégrer dans ce contrat dans le cadre de la révision. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects qu'on va voir aujourd'hui. Le temps est assez réduit, donc voilà, je ne fais pas une démo complète, mais on peut effectivement, à partir d'un contrat, créer automatiquement un dossier dans Legal Suite. On va pouvoir intégrer des alertes, bien entendu, et on va pouvoir identifier un certain nombre de risques aussi grâce à l'IA. Et maintenant, je vais partager mon écran et je vais vous présenter quelques use cases. Exactement. Allez, je te laisse la main.
Ouais, Valentin? c'est parti. Tu me dis si l'écran est OK, si tu le vois, si vous le voyez. Paf. Et paf. C'est bon pour vous? C'est tout bon. OK, parfait. Hop. Voilà. Alors, avant de rentrer dans Legal Suite, je vais vous montrer donc dans une première étape, un premier use case que je vais vous présenter ici, ça va être la création d'un contrat. Ok. Donc là, l'objectif, c'est de partir non pas du logiciel, mais comme vous le voyez à mon écran, d'une page Word. Donc on va être dans un écosystème finalement que vous connaissez, qui est Word, ici en l'occurrence Word Online. Dans Word, vous allez avoir un add-in que vous voyez sur la droite de mon écran, qui va vous permettre de bénéficier de la puissance de Legal Suite directement dans Word. Ok. Donc en termes de prise en main, généralement, voilà, c'est pas très compliqué, on connaît globalement cet environnement. Plusieurs opérations possibles directement depuis cet add-in. Là, on va se concentrer dans un premier temps sur la création d'un contrat. Donc là, je vais aller ici dans l'onglet générateur de documents et je vais aller chercher un modèle validé par le département juridique. Donc là, j'ai un certain nombre de questions, vous allez le voir ici. Donc, soit je pars d'un contrat, donc d'un dossier qui n'existe pas encore finalement dans ma base contractuelle. Donc l'outil va me proposer soit d'aller chercher un dossier existant, soit, si ce n'est pas le cas, de créer directement un dossier à partir du modèle que je vais générer maintenant. Hop. Et ensuite, je vais avoir un certain nombre de questions-réponses qui vont me permettre d'aller chercher le bon modèle en fonction des caractéristiques du contrat que je suis en train de créer. Ici, comme je le disais tout à l'heure, on a une solution multimodule. Donc là, on va se concentrer sur la partie de la gestion contractuelle. On a aussi tout un environnement dédié aux contentieux, aux sociétés, etc. Et ce qu'on voit ici à l'écran s'applique sur différents modules. Raison pour laquelle j'ai différentes possibilités ici. Moi, je me concentre sur les modèles du module contrat. Et ensuite, je vais avoir toutes les catégories finalement. Donc ça, c'est vraiment un travail du département juridique en amont et dans la solution Legal Suite, de dire voilà quel type de contrat je suis à même de créer. Et je vais avoir justement toute cette arborescence que je vais pouvoir récupérer pour aller chercher le modèle qu'il me faut à l'instant T. Donc là, je vais prendre un contrat de prestation de service. Je vais pouvoir aller chercher ici, on parlait tout à l'heure du version SaaS, donc je vais prendre un contrat SaaS par exemple. Okay. Et dans cette liste-là, je vais avoir dans les contrats SaaS un contrat GMA. Okay. Donc là, déjà, j'ai différentes variables pour m'assurer finalement de prendre le bon modèle en fonction du contrat que je vais créer. Et ensuite, dans un second temps, je vais avoir non plus une question de variable sur les modèles, mais plutôt sur les clauses. Et là, parce que j'ai demandé effectivement de générer un contrat de prestation de service et qu'il s'agit d'un contrat SaaS, alors l'outil va me proposer automatiquement les prestations ici soutiennent-elles une fonction juridique critique ou importante au sens de la réglementation DORA. Donc ça, c'est le juriste qui, parce que je suis sur un contrat SaaS et parce qu'il y a certaines particularités qui ont été demandées dans le questionnaire, qu'on va faire justement, qu'on va conditionner l'apparition d'une clause spécifique. Donc là, je vais l'intégrer automatiquement. Je peux en avoir une deuxième. Ici, vous le voyez, faut-il inclure une clause RGPD? Donc oui, non, par exemple. Je l'intègre. Et ensuite, je vais pouvoir générer mon modèle. Okay. Donc ça, c'est la première étape. L'objectif, c'est de montrer qu'on ne va pas partir d'une page blanche. On va vraiment partir d'un modèle, dans un premier temps, qui est validé par l'équipe juridique et dont les clauses qui apparaissent dans son modèle sont également conditionnées par un questionnaire que l'équipe juridique m'a mis à disposition. Donc, je peux être moi un client interne, mais je peux également tout simplement être une personne du service juridique et avoir ce travail qui est pré-mâché entre guillemets pour gagner aussi en productivité. Donc là, j'ai mon contrat qui apparaît et je vais retrouver donc, les clauses dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai bien mon article 8, protection des données, et un article DORA éventuellement, si je descends, que je vais retrouver un petit peu plus bas. Okay. Donc là, l'objectif, c'est de créer le contrat, de gagner en temps et donc de maîtriser finalement déjà un premier aspect de risque avec des clauses qui sont validées par mon département que je vais intégrer directement dans l'outil. Ça, c'est le premier use case. Une fois que c'est créé, je bénéficie des fonctionnalités de Word. Donc là, ce n'est pas vraiment de la fonctionnalité Legal Suite, mais je peux directement rentrer ici dans Partager, et puis je peux partager donc, ce contrat avec le co-contractant, par exemple. Je peux également enregistrer la version dans l'outil, et on verra sur le use case suivant qu'on va avoir aussi l'historisation des différentes versions au fur et à mesure des échanges qu'il y a de la révision qu'il y a sur ce contrat. Et donc j'aurai aussi toute cette faculté de voir justement ce qui s'est fait, ce qui s'est dit dans le passé et qui est intervenu sur le contrat. Donc ça, c'est la première partie. La seconde, donc là, je ne vais pas partir d'un modèle de contrat que je crée moi-même, je vais partir d'un contrat externe. Et sur ce use case-là, je vais intégrer l'IA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont vous permettre de gagner du temps aussi et d'aller encore un petit peu plus loin dans cette maîtrise de risque. Donc, je vais toujours travailler via mon add-in, Word. Donc là, hop, je vais me reconnecter. Voilà. Et je vais avoir donc mon add-in ici qui va me permettre de retrouver donc là mon contrat, je le disais, de faire travailler l'assistant IA, et là, je vais retrouver les playbooks dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, en fait, l'objectif, ça va être de confronter le contrat de ce co-contractant avec ma politique contractuelle. Ma politique contractuelle, je l'ai intégrée dans un playbook, donc je l'ai formalisé en amont, donc moi, juriste, d'accord, dans l'outil, avec toutes les règles spécifiques à mon organisation, auxquelles je ne peux pas déroger, ça doit être présent dans mes contrats de manière obligatoire. Donc je vais pouvoir confronter ce playbook avec ce contrat,
Mais je peux également, si je le souhaite, confronter le contrat du co-contractant, non pas avec ma politique contractuelle à moi, mais avec une réglementation spécifique. On parlait tout à l'heure de DORA, par exemple. Eh bien, je pourrais avoir voilà, quelque chose qui est validé par mon département spécifiquement sur DORA et confronter ce contrat à cette réglementation DORA. Okay, et l'outil va me permettre de faire une analyse d'écart entre, voilà, entre la réglementation et ce contrat. Donc, je vais vous montrer donc, comment ça se matérialise dans l'outil. Donc, lorsque j'ai mon contrat, je fais passer l'IA et donc je fais travailler donc, le playbook. Donc là, l'IA est en train de me faire une analyse de conformité entre les deux documents. Et là, j'ai un récapitulatif de l'ensemble des clauses qui sont conformes, de celles qui sont non conformes et de celles qui sont partiellement conformes. Je peux trier sur l'ensemble des clauses qui sont plutôt non conformes. Et ensuite, sur la clause, je vais avoir donc un risque financier éventuel, donc les risques encourus si je laisse effectivement cette clause dans mon contrat, une action recommandée, et je vais avoir la possibilité de récupérer la clause de mon playbook pour l'intégrer directement dans ce contrat. Là, vous le voyez, je ne suis pas en révision. Donc là, la ligne s'affiche de manière voilà, classique. Je peux avoir cette notion de redlining en me mettant en mode révision, donc ce qui me permet derrière de partager avec mon contractant. Voilà, les marques de révision finalement sont apparentes lors du partage du document. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mon contrat qui est mis à jour et je vais pouvoir donc retourner dans mon document et je vais pouvoir, je le disais tout à l'heure, enregistrer une nouvelle version. Okay, donc là, ça va venir s'intégrer directement dans l'outil. Et j'aurai donc l'historique ici. Donc là, je peux enregistrer ma version dans l'outil. Je peux, une fois que mon contrat est nettoyé, faire comme on l'a fait tout à l'heure, partager avec mon co-contractant. Okay, et une fois que la révision avance et qu'on arrive au terme, qu'on s'est mis d'accord sur le contrat et qu'on est prêt à le faire valider, je vais pouvoir lancer un workflow. Alors là, c'est plus sur la partie juridique. Moi, j'ai validé mes aspects, mais il y a plein d'aspects, effectivement, en sécurité, technique qu'on doit valider. Donc, je peux aussi avoir des workflows dédiés qui me permettent de lancer un processus de validation avec des services dédiés. Donc, ça, je peux le paramétrer dans l'outil et le lancer automatiquement depuis Word Online. Donc là, j'ai ici, par exemple, validation clause sécurité. Je vais lancer un workflow. Et là, je vais avoir différentes équipes qui vont intervenir. Donc là, j'ai lancé automatiquement le modèle pour validation. Et vous voyez ici, ma première étape, c'est l'équipe RSSI qui va devoir prendre connaissance du document, faire sa révision. Une fois que ça sera OK, je vais avoir ici l'équipe DPO qui va intervenir. Et une fois que c'est bon à ce niveau-là, je vais avoir ici le signataire qui va pouvoir reprendre une fois que c'est cliné, ou le juriste, par exemple, pour une dernière validation, et qui va valider ces informations. Une fois que c'est validé, les workflows qu'on propose permettent d'envoyer automatiquement le document en signature électronique. Une fois que le document est signé par le co-contractant et par vous-même, il revient automatiquement dans votre dossier Legal Suite. Voilà. Donc, on a ici cette maîtrise de risque. On gagne aussi en productivité. On maîtrise encore une fois le risque parce que on va chercher des clauses du playbook. Donc, ce qu'on va intégrer, ça ne vient pas d'un chapeau, ça vient vraiment de mon closier finalement que j'ai constitué. On pourra le voir peut-être sur une démo plus complète sur un autre moment, comment on va constituer ce closier dans l'outil. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais rentrer cette fois plutôt dans Legal Suite. Et là, on va voir que maintenant que le contrat a été signé, comme je le disais tout à l'heure, voilà, il ne s'agit pas simplement de le rentrer dans une boîte numérique ou pas, il s'agit de suivre les risques que ces contrats comportent. Et moi, en tant qu'utilisateur dans Legal Suite, avant même de rentrer dans un dossier, de faire une recherche quelconque, je peux paramétrer ma page d'accueil de sorte à avoir justement un regard sur ces risques. Donc là, j'ai paramétré cette page pour avoir, par exemple, ici, de la criticité DORA, donc voir un petit peu quels sont les risques DORA sur l'ensemble de mes contrats. Je peux consulter ces contrats et voir que ici j'en ai un qui comporte un risque élevé, plusieurs qui comportent des risques faibles, un moyen, etc. Okay, je vais avoir un regard dessus, je peux cliquer dessus, rentrer directement dans le contrat et l'analyser. Je peux avoir également, au-delà de la réglementation DORA, on parle peut-être aussi d'un autre aspect RGPD, je peux avoir une notion de gestion des risques finalement, donc des clauses sur lesquelles j'ai identifié un risque. Ça aussi, on peut le faire aussi via l'IA par exemple. Et là, je peux regarder, voilà, moi j'ai sur l'ensemble des clauses à risque que j'ai, j'en ai 103, donc 56% qui comportent un risque financier. Voilà. Et donc je peux catégoriser comme ça mes risques et les retrouver. L'objectif, c'est de sortir des rapports, de pouvoir piloter cette activité et de voir voilà, sur toute ma base, sur tous mes engagements contractuels, quels sont ceux qui sont à risque sur tel thème, tel thème. Voilà. Donc ça, on a la main finalement, on a cette latitude dans l'outil. On parlait aussi de workflow de validation tout à l'heure. Moi, je peux avoir aussi, sur l'ensemble des engagements qui sont en cours de validation, par exemple, je peux avoir un suivi sur l'ensemble des workflows, l'ensemble des circuits qui sont en cours. Parfois, on n'a pas ce regard, on ne sait pas exactement. On gère plein de contrats qui sont en cours de révision, on ne sait pas ce qui bloque, on ne sait pas. Voilà, on en est forcément, on va dire, avec un petit peu de hauteur. Et donc là, on peut éditer des rapports dans l'outil qui vont me permettre d'avoir un regard sur l'ensemble des circuits de validation qui sont en cours, avec le temps aussi. Donc, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer comment il se présente. Et là, vraiment, j'ai un regard sur tout ça. Donc, je ne vais pas me retrouver avec 2 mois de retard sur voilà, une étape parce que je ne l'ai pas vu, parce que je l'avais oublié, quoi que ce soit. Dans mon rapport qui va s'afficher, hop, ça c'est une ouverture de... Voilà. Vous allez avoir, donc là le module n'est pas intéressant dans le cas de figure, mais je vais avoir l'identifiant de mon contrat, le titre de mon contrat, et après vous voyez j'ai chaque étape des workflows qui sont mis en place. Donc j'ai un regard là-dessus sur voilà, le titre du workflow, la description,
l'état, donc démarrer, voilà, validation par tous, oui, non. Donc j'ai vraiment, si effectivement dans l'état, je pourrais avoir une étape de voilà, stand-by pour quelques raisons, rejeter, etc. Donc j'ai vraiment une visibilité, un regard complet. Donc ça va encore une fois dans le sens dans cet objectif de pilotage finalement de mon activité juridique. Pour terminer, je vais rentrer dans Legal Suite. Là, je vais aller un petit peu plus loin cette fois dans un module, dans une fiche métier. Je vais avoir dans ma fiche métier une en-tête que vous voyez ici à l'écran dans laquelle je vais pouvoir catégoriser différents types de risques. Ici, on va avoir l'externalisation OBA PCI, on va avoir impact RGPD, prestation DORA par exemple. Le fait de conditionner, de dire à l'outil ici prestation DORA, oui, c'est concerné, enfin cette fiche, ce contrat est concerné et il y a un aspect critique, va faire apparaître un onglet contextuel DORA dans ma fiche. Okay. Donc là, je vais pouvoir renseigner des informations, à savoir ici l'autorité de contrôle, type de prestataire, voilà, résultat de l'évaluation s'il y en a une. Donc je vais renseigner ces informations. Le but final, c'est pas tant de remplir ces infos pour les remplir, c'est vraiment d'éditer un rapport que derrière vous allez pouvoir transmettre aux autorités de contrôle, aux autorités compétentes, justement en cas de contrôle. Donc j'en ai préparé un pour vous montrer quel type de rapport on peut sortir dans l'outil. Je vais aller ici dans rapport et je vais le sortir en PDF. Et vous allez voir, alors j'en ai pris un assez lourd volontairement pour montrer un petit peu les capacités de l'outil, mais on pourra bien sûr l'épurer. Les rapports, on peut jouer sur toutes les informations qui sont dans l'outil, donc on peut aller voilà, requêter sur tous les champs, toutes les informations que vous avez renseignées dans l'application. Et celui-ci, alors je vais agrandir un petit peu parce que j'imagine que vous ne voyez pas très bien dans le webinaire, je vais pouvoir ressortir pour chacun de mon contrat ceux qui comportent un risque RGPD, oui, non, vous voyez, un risque RSSI, un risque de non-conformité pour une raison X ou Y. Et en fait, ces rapports-là, c'est vraiment une valeur très importante pour vous, puisqu'en cas de contrôle, je n'ai pas la nécessité de retourner sur chacun de mes contrats et d'aller se dire, tiens, est-ce que celui-ci, je suis OK sur la partie DORA, est-ce que je suis bon sur RGPD, etc. On va pouvoir automatiser, donc ce travail, c'est la complétion des champs qu'on a vu dans la fiche métier juste avant. On va pouvoir également éditer des rapports comme on le voit ici et voilà, montrer finalement pas mal de réactivité quand on est sollicité par une autorité de contrôle en cas de contrôle. Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Après, il y a différentes manières d'identifier des risques dans l'outil, notamment sur les clauses. Vous voyez ici, je peux identifier, donc je peux intégrer des clauses spécifiques dans un onglet dédié qui est clause clé en indiquant un type de risque. Et sur le même principe que ce qu'on vient de voir juste avant, je vais pouvoir voilà, faire un rapport et dire montre-moi, comme on l'a vu finalement tout à l'heure sur le KPI de la page d'accueil, tous les contrats qui comportent un risque X ou Y. Donc on intègre vraiment cette partie-là dans l'outil. Ça ne se limite pas à stocker le contrat, vous le voyez, je peux avoir aussi tout un système de notification sur des échéances liées voilà, des comités par exemple DORA, des choses comme ça. Donc il y a voilà, tout ce travail qui est possible dans l'outil. Voilà, je sais que mon temps de parole était assez limité, donc je vais m'arrêter là. C'est vraiment voilà, une démo très très globale en 15 minutes, mais il y a plein de manières d'intégrer finalement d'embarquer finalement la conformité dans l'outil. Mais là, on l'a vu sur 2-3 use cases. On crée des contrats, une fois que c'est signé, comment on va chercher cette donnée, comment on s'en sert. Voilà pour moi. Merci à Valentin de Septéo Legal Suite pour cette démonstration de leur solution là, qui vous montre comment on peut piloter effectivement ces contrats dans une plateforme en tenant compte des conformités, des conditions particulières, etc., etc. Donc, un grand merci à Valentin. Je vais passer à ma partie. Vous présenter, vous parler de Data Comply One, donc la solution pour piloter vos conformités. Amira en a parlé, donc pourquoi vos conformités? Puisque il y a plus seulement une conformité aujourd'hui, il y a plusieurs réglementations, directives qui font que, comme c'est cumulatif, vous devez piloter tout ça, qu'on a du mal, et donc je vais vous en parler. Et puis je rebondis aussi, on préambule la partie qui a été faite par Amira du cabinet Simon, qui a bien insisté sur le fait que disposer de contrats signés, écoutez, c'est très bien. Les piloter dans le temps, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir prouver les conditions que vous avez insérées dans chacun de vos contrats. Et donc, dans cette logique-là, effectivement, Data Comply One va vous aider. Alors, Data Comply One, c'est une solution de pilotage de vos conformités, du RGPD, l'AIACT, NIS2, DORA et prochainement d'autres réglementations. On propose nos solutions, nos plateformes pour uniquement le volet plateforme si vous souhaitez gérer par vous-même vos conformités, mais on propose aussi un service de DPO et RSSI externalisé pour que l'on prenne le rôle de pilotage et mise en conformité via nos experts. Donc là, ils prennent le rôle pour vous. Bien entendu, vous disposez toujours de la plateforme, ce qui est très pertinent puisque si vous avez besoin d'extraire vos documents de conformité, vous pouvez le faire en un clic. Et puis surtout, vous pouvez voir
l'évolution de votre conformité par réglementation, par organisation, etc. etc. Donc c'est extrêmement pratique. Ensuite, vous allez avoir tout le volet formation et sensibilisation que nous pouvons vous proposer pour sensibiliser vos équipes au quotidien sur les sujets de la protection des données personnelles et de la sécurité avec tous les enjeux de cybersécurité. Alors, votre conformité avec Data Comply One, l'idée c'est de pouvoir déjà savoir d'où vous partez, donc faire un diagnostic quand vous le réalisez par vous-même. Vous avez la capacité de vous évaluer votre conformité sur différents référentiels, je l'ai dit, et puis d'avoir une feuille de route qui s'automatise en fonction de vos réponses. L'idée, c'est toujours de pouvoir savoir où est-ce que vous vous situez sur une conformité et de pouvoir monitorer aujourd'hui l'évolution de votre conformité avec une notion de scoring. Vous le voyez à l'écran là sur la RGPD, mais c'est pareil sur les autres réglementations ou directives. Vous aurez le même principe d'évaluation de votre niveau de conformité et c'est toujours pertinent pour savoir est-ce qu'on se rapproche d'une conformité optimum ou non. C'est toujours très important. Ensuite, qui dit conformité, encore une fois, ça a été évoqué dans ce webinaire. Bien entendu, toute la chaîne de valeur est importante. Donc, suivre ses sous-traitants, les évaluer, leur envoyer des questionnaires à vos fournisseurs, etc., etc. Pour vous, c'est quand même une manière de vous assurer que votre écosystème, votre environnement respecte bien les enjeux des conformités que vous souhaitez, en tout cas qui vous incombent. Et ça, c'est extrêmement important. L'idée, c'est de pouvoir aussi trouver vos dossiers de conformité, vos preuves de conformité. Et là, on a quelque chose qui s'appelle le pass RGPD, mais vous avez le pass NIS2, le pass DORA, etc., etc. L'idée, c'est que au travers de ce pass, vous retrouvez l'ensemble de vos procédures, preuves de conformité, que ce soit les registres, toute la documentation officielle que vous allez nécessiter en cas de contrôle d'un incident de cybersécurité ou encore à l'initiative d'une demande de vos clients qui peuvent naturellement vous demander de justifier les éléments que vous avez mis dans vos contrats pour faire le lien. Ensuite, bien entendu, vous allez pouvoir piloter ça dans le temps, que ça soit vos demandes d'incidents, vos demandes d'exercice de droit, etc., etc., en fonction des réglementations, puisque vous le savez, tout ce qui est violation de données, selon la réglementation, selon la directive, vous n'avez pas les mêmes enjeux et les contraintes de temps de déclaration. Et la plateforme va vous le rappeler, encore une fois, elle va vous aider là-dessus. Dernier point, je l'ai évoqué, c'est aussi la capacité que vous aurez dans la plateforme de sensibiliser vos collaborateurs au travers d'un module de e-learning avec des contenus format micro-learning, moins de 5 minutes. L'idée, c'est de diffuser un parcours de sensibilisation tout au long de l'année pour que vos apprenants puissent assimiler à la fois les principes et monter en compétences. Tout ça dans le temps, puisque vous savez qu'une des plus grandes failles des cyberattaques, c'est l'homme, donc c'est vos collaborateurs. Le risque cyber, il vient malheureusement d'un incident humain, que ça soit un clic malencontreux sur un email de phishing ou autre, et puis l'incident arrive. Donc, avec des modules de formation et de sensibilisation, vous avez la capacité de faire monter en compétences vos équipes, et c'est précisément ce que gère Data Comply One, comme je vous l'ai dit, au travers de sa plateforme ou de son service de DPO et RSSI externalisé en fonction de vos besoins, puisque vous pouvez effectivement avoir une capacité de faire évoluer vos offres en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez bien entendu nous faire une demande de démonstration. On vous la fera avec grand plaisir pour mieux appréhender la solution, ou vous l'avez peut-être déjà vu, mais si ce n'est pas le cas, venez nous demander une démonstration et on le fera avec grand plaisir. En parallèle, n'hésitez pas, vous trouverez sur notre site internet www.datacomplyone.eu la capacité de réaliser un autodiagnostic. Aujourd'hui, sur 3 réglementations, le RGPD, NIS2 et le volet sur la réglementation sur l'IA. Donc n'hésitez pas à venir vous évaluer. C'est gratuit, c'est facile, ça prend moins de 5 minutes et ça vous donne tout de suite un niveau de maturité par rapport à la réglementation ou à ce que vous appréciez. Et puis surtout, ça vous donne un premier élément de feuille de route. Si vous ne savez pas par où commencer, c'est aussi pratique. Vous avez les grands éléments qui vous sont fournis.
Pour terminer ce webinaire, si on prend un peu de recul, comme nous l'avons vu aujourd'hui sur les éléments qu'on a vus, on se rend bien compte que la gestion du risque numérique, elle ne peut plus être traitée de manière isolée. Il faut bien prendre en compte le volet réglementaire sur ces multi-réglementations qui touchent à la fois, comme on l'a vu, j'espère que vous l'avez bien compris, les contrats, les systèmes d'information, la gestion des données, la gouvernance globale de l'entreprise. Et ça implique d'avoir une approche beaucoup plus transversale et structurée. Donc on passe progressivement vers ce qu'on appelle, en tout cas nous, on appellerait une gouvernance unifiée du risque numérique. Et concrètement, ça repose sur trois piliers complémentaires, hein, ils ne sont pas en silo, hein, ils sont totalement complémentaires, et c'est finalement le lien avec d'un côté la sécurisation juridique, avec l'analyse des risques réglementaires, la structuration des clauses contractuelles, on l'a vu, et c'est typiquement le rôle du cabinet d'avocats Simon Associés qui peut vous accompagner là-dessus. Ensuite, la contractualisation, et avec des outils permettant de centraliser, analyser et sécuriser le cycle de vie des contrats. Et c'est là que la solution de Septéo Legal Suite prend tout son sens. Et enfin, le troisième pilier, c'est piloter et prouver avec des outils comme Data Comply One qui vous permet de suivre votre conformité, la documenter dans le temps et donc de démontrer que vous respectez bien les enjeux. Donc, vous avez bien compris, l'idée, c'est pas d'opposer ces approches, mais au contraire, de les articuler dans une logique cohérente et complémentaire. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, pour conclure ce webinaire, vous l'avez vu, hein, il y a une idée aujourd'hui, à mon sens, assez simple à retenir, c'est celle-ci. On est entré dans une nouvelle phase de la compliance. Ça a été largement évoqué avec toutes les réglementations qui vous arrivent. La conformité, elle se limite plus à des simples politiques internes de la documentation juridique. Elle s'inscrit donc désormais dans les relations entre entreprises et donc dans les contrats. Et c'est pour cela que nous disons que la compliance ne se discute plus, elle se contractualise. Voilà, je vais clôturer ce webinaire. Il me reste à remercier nos participants. Je commence par nos participants et je vous remercie, vous étiez nombreux, plus de 600 aujourd'hui. Et ensuite, il me reste à remercier nos intervenants, le cabinet Simon avec Amira Bounedjoum. Un grand merci pour ton intervention. Ensuite, il me reste à remercier Legal Suite avec Valentin pour cette belle démonstration. Et puis moi-même, je reste à votre disposition. Vous avez les coordonnées, le tout vous sera envoyé à la fois d'un côté avec le replay du webinaire et puis le support de la présentation. Un grand merci. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube où vous pouvez voir des replays, où vous pouvez naturellement aussi nous suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas, ou sur notre site, vous avez l'ensemble aussi de nos actualités. On fait en moyenne 2 webinaires par mois, c'est important si ça vous intéresse. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, et puis il me reste à vous remercier à tous et à toutes, et à très bientôt.